watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux affaires qui ont secoué le monde du cinéma et des séries surtout. Il s'agit de Chris Noth et de Allison Mack. Je vous renvoie justement aux vidéos originales que j'avais déjà faites sur ma chaîne. J'en avais déjà fait une sur Allison et une sur Chris Noth. Pour rappel, Chris Noth, le fameux Mr. Big de Sex and the City, avait été accusé d'agression S en 2021 dans le sillage du mouvement MeToo. Et concernant Allison Mack, l'ancienne chouchou de Smallville, elle avait été arrêtée en 2018 pour son rôle dans le groupe Nexium. Donc je vous encourage à aller d'abord regarder les anciennes vidéos pour mieux comprendre l'update du coup. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par Chris Noth. Alors, en 2021, The Hollywood Reporter a publié donc des allégations de VIOL provenant de deux femmes, dont l'une affirme avoir rencontré Chris en 2004 alors qu'elle avait 22 ans et l'autre en 2015 alors qu'elle avait 25 ans. Une troisième femme est ensuite sortie du silence, déclarant que Chris l'avait agressée intimement en 2010 alors qu'elle avait 18 ans. Chris a nié les accusations dans une déclaration aux médias, affirmant: les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Et du coup, à cette époque, ses co-stars de Sex and the City, donc Sarah Jessica Parker, Kristen Davis et Cynthia Nixon, ont publié une déclaration commune disant: nous soutenons les femmes qui ont témoigné et partagé leurs douloureuses expériences. Nous savons que cela doit être difficile et nous les félicitons pour leur courage. Voilà ce qui avait été fait. Du coup, cette année, Chris a enfin donné une interview. C'était le lundi 26 janvier sur Really Famous avec Cara Meyer Robinson qui est disponible sur YouTube et où justement elle fait un peu le bilan avec Chris sur tout ça. Alors pour commencer, elle est revenue sur une récente polémique qu'il y a eu sur Instagram et qui a fait les choux gras de la presse. C'était le 10 janvier 2026. Il a publié un selfie à la salle de sport sur Instagram avec en légende: on s'en fout du nouvel an, c'est parti. Et dans les commentaires, quelqu'un avait écrit: tu veux dire on s'en fout de Sarah Jessica Parker et de son prix, c'est ça? Lol. Alors c'était une référence au prix Carol Burnett remporté par Sarah Jessica Parker aux Golden Globes. Et Chris avait répondu à ce commentaire exact. Right. Donc selon lui, c'était une remarque spontanée et il dit: je n'aurais jamais dû répondre. J'oublie qu'il y a des vautours de tabloïds partout et même détaché de Sex and the City et de mon personnage, toute mention de la série attire l'attention et un impact immédiat. Ce type de réponse que j'ai déjà donné par le passé sans conséquence a cette fois été scruté jusqu'à la 105e réponse. Il dit qu'en fait il fallait scroller, c'était genre le 105e commentaire de quelqu'un qui disait ça. Ah, tu parles de Sarah Jessica Parker et de son prix, il a juste répondu ouais c'est ça, exact. Ce n'était pas une info, c'était une réaction spontanée, j'étais sarcastique, désolée. Bon, malgré sa clarification, l'affaire a été reprise par les tabloïds et Chris reconnaît: oui, j'aurais dû être plus malin. Mais il pensait pas qu'en fait les tabloïds allaient scruter tous ces coms jusqu'au 150e et en faire les choux gras quoi. Bon, donc c'est vrai que ça a circulé pas mal, enfin en tout cas moi je l'ai vu beaucoup en ligne, genre embrouille entre Sarah Jessica Parker et Chris Noth. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Bon en fait c'était juste ça. Bref, alors il précise avoir mis Sex and the City derrière lui. Il dit: j'ai revu certains vieux épisodes et je me suis dit que c'était vraiment une bonne série, très drôle, c'était un bon boulot, mais je ne me définis pas par ça. Je suis acteur, pas un titre de tabloïd. Tout ce qui touche à cette série devient un scoop et j'aurais dû être plus conscient de ça. Concernant sa relation avec les actrices et les déclarations faites après les allégations, donc le fameux communiqué de presse que je vous ai dit tout à l'heure, là où elle soutenait donc les victimes, tout ça, il dit: c'était triste et décevant. Elles auraient dû m'appeler pour entendre ma version. Cette déclaration, c'était un outil de gestion de marque, pas une vraie conversation. Je comprends Hollywood, mais c'est dommage. La polémique a permis cependant de distinguer ses véritables amis. Donc oui, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristen Davis ont parlé publiquement, mais pas Kim Cattrall ni Moni Annan. Chris dit: je n'avais pas une amitié proche avec elle, c'était une relation professionnelle. Au début, je pense que nous avions une amitié plus forte, et puis, mais si les rôles avaient été inversés,
j'aurais appelé. Donc en fait, il la mauvaise qu'elles aient tout de suite fait un coup de pub, en fait, un coup de com'. Voilà, elles ont répondu pour la forme, mais selon lui, parce que oui, pour lui, c'était tout simplement un coup de com', mais il n'y en a pas une seule en fait qui a décroché son téléphone pour l'appeler et pour lui demander des comptes, quoi. Genre, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à ses yeux, certaines déclarations n'étaient pas nécessaires. Il n'avait juste pas besoin de faire cette déclaration. La série n'allait pas en souffrir. Il confie que cette situation a été profondément blessante et bouleversante. Lorsque les 3 membres du casting ont pris la parole publiquement, le public a immédiatement supposé leurs affirmations vraies. Je pense que quand les gens ont entendu ces 3-là parler ainsi, depuis cette série que tant de gens suivent, ils se sont dit « alors ?» ça doit être vrai. Les médias, eux, se sont emparés de l'affaire avec avidité. Je reconnais que j'aurais dû anticiper les conséquences et je devrais être beaucoup plus conscient de ce qui peut en découler. Les gens font ce qu'ils doivent faire. Donc il est revenu sur l'impact de ces accusations et son sentiment face au mot employé pour le désigner. Il dit « Je pense que le mot VIOL est le mot le plus horrible de la langue humaine. » Par contre, il reste catégorique « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait, évidemment que non. » Et il dit même que selon lui, un procès pénal aurait été préférable pour prouver son innocence malgré le coût émotionnel et financier. Ça aurait été douloureux, terrible pour ma famille et j'aurais probablement fait faillite en le faisant. Beaucoup de ces gars sont ruinés, mais ça aurait été mieux parce qu'au moins il aurait pu laver son nom. Il parle ensuite d'un reportage qu'il y a eu où ça le dépeignait pas sous un bon jour. Il y avait une femme qui affirmait qu'il était ivre sur le plateau et il dit ce reportage d'investigation d'une actrice qui disait que j'étais ivre sur un plateau, bien sûr que ce n'est pas vrai. Et de toute façon, ça n'a rien donné. Et pourquoi il n'a pas parlé plus tôt? Il dit « Pendant longtemps, j'ai suivi les conseils de mes avocats. Ils m'ont dit ne parle pas. Pourtant, le besoin de me défendre m'a poussé à m'exprimer. Tout le monde dit de ne pas en parler, mais ça monte en vous et vous avez envie d'en parler. » Et il tient à clarifier un point essentiel. Ce que je veux qu'il sache, c'est que je n'ai jamais agressé une femme. Nous avons des relations intimes. Si nous avons des relations intimes, c'est parce que les deux le veulent. Et quand l'un ne veut pas, c'est fini. La porte est là, point final. Donc face à la tempête médiatique, l'impact sur sa famille a été incroyablement dévastateur selon ses propos. Les médias ont tout amplifié. Les gens sortent de nulle part avec des accusations. Les médias s'en fichent tant que ça génère des clics. Malgré la pression, il devait rester maître de lui-même pour protéger ses enfants. Il dit « Je ne pouvais pas avoir de crise de nerfs. Le principal était de les protéger. » Et la célébrité, ça lui a énormément pesé, surtout à ce moment-là. La gestion de l'image, c'est comme si vous étiez jetable. Mais il refuse de se considérer comme une victime. Il dit « Je ne suis pas une victime. Je me mets moi-même en cause par mes actions passées. J'ai été volage. Infidèle. On se dit qu'on ne fera de mal à personne. Donc je reconnais que ce comportement était mauvais et ça m'a mené à me mentir à moi-même. Des choses vraiment mauvaises. Par contre, ça oui, il l'avoue, il n'a pas été fidèle loin de là, mais il n'a jamais agressé une femme. Selon lui. Il confie qu'il continue de lutter avec tout ce qui s'est passé. Il dit « Je ne veux pas être un titre de tabloïd. Si ça sort, les vautours ne tournent déjà. Mon introspection a été un choc. J'ai réfléchi. Ce n'est même pas assez fort comme mot. C'est comme si on m'avait ouvert pour une opération sans anesthésie. Le rôle de Mr. Big reste un poids. Je pense que ce personnage représente beaucoup pour beaucoup de gens. Il y avait quelque chose d'inaccessible chez lui et j'assume ma responsabilité. Je pense que j'aurais dû être plus conscient de tout ça. Ce personnage comptait pour les gens et moi j'ai été imprudent. Il dit qu'il participe à un groupe d'hommes, The Lion's Den. Il a même écrit une lettre d'excuse à sa femme, une expérience transformatrice. Il dit « La thérapie reste essentielle, j'ai beaucoup de peur, je fais moins confiance aux gens. » Malgré tout, il reste attaché à son métier. Il dit « Le truc avec le métier d'acteur, c'est comme la musique. Ce qui compte, c'est le jeu. » Donc il ne cherche pas la lumière, il veut des projets qui ont du sens. Je veux faire des choses qui me parlent. Le théâtre me séduit à nouveau. Donc il peut jouer n'importe où en fait. Pour lui, même jouer dans un café, c'est jouer, c'est du jeu. Pas besoin d'avoir une grosse série à succès ou un film au cinéma, il peut jouer n'importe où. Pour l'instant, il préfère se préserver. Il se sent chanceux d'avoir géré son argent et peut subvenir aux besoins de sa famille, mais sa priorité reste travailler de manière juste et protéger les siens. Donc voilà des nouvelles sur Chris Noth. Ensuite, Alison Mack, elle était de retour
Là, il y a une série de podcasts qui est sortie. Donc, elle a donné une longue interview sur toute cette série de podcasts sur l'après-Nexium. Alors, pour rappel, elle jouait Chloé Sullivan dans la série Smallville pendant 9 saisons. Elle a même remporté le Teen Choice Award de la meilleure actrice secondaire 2 années de suite, en 2006 et 2007. Et en 2006, elle a également joué dans sa propre mini-série Smallville's Vengeance Chronicles. Et donc, elle a été arrêtée le 20 avril 2018 pour avoir recruté des femmes comme esclaves pour Keith Raniere, cofondateur du groupe de développement personnel controversé Nexium et de son sous-groupe DOS, décrit comme une société secrète exclusivement féminine où les femmes étaient contraintes à la soumission S. Encore une fois, tout est détaillé dans ma vidéo. Donc, elle a plaidé coupable en 2019 d'accusations incluant racket et complot. Elle dit « J'en suis venue à la conclusion que je dois assumer l'entière responsabilité de mes actes et c'est pourquoi je plaide coupable aujourd'hui. Je suis profondément désolée d'avoir blessé tant de personnes en adhérant à tort aux enseignements de Keith Raniere. » Donc, elle a purgé sa peine à l'établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie. Elle a été libérée en 2023 grâce au First Step Act qui permet aux détenus fédéraux de bénéficier d'une réduction de peine pour bonne conduite. Elle avait également aidé les fédéraux à coincer Keith. Elle avait finalement négocié avec eux. Entre-temps, en 2020, elle avait demandé le divorce de son épouse Nikki Klein, actrice de Battlestar Galactica, avec qui elle était mariée depuis 2017. On soupçonnait que c'était un mariage de convenance parce que Keith lui avait demandé. Bref. Et donc, 2 ans après sa sortie de prison, Allison a partagé son expérience dans Nexium dans le podcast Allison After Nexium. Elle explique que c'est grâce à son amitié avec Christine Kruk que son entrée dans le groupe a été possible. Celle qui jouait Lana dans Smallville. Nous sommes allés ensemble en Syrie et en Turquie, en Mongolie, à Paris, et nous nous sommes tellement amusés, confie Allison. Nous avons fait du shopping, visité des galeries d'art, monté le centre Pompidou, bu du rosé. Nous avons vécu un rêve. Mais Christine ressentait un sentiment de vide et d'insatisfaction. C'est pour ça qu'elle a essayé quelques cours auprès de Nexium, alors présenté comme un groupe de développement personnel. Et Christine disait « C'est la science de la joie, c'est absolument incroyable. Ça a tellement amélioré ma vie, tu dois absolument essayer. » Sauf que Christine après a lâché l'affaire et qu'Allison est restée. Donc Nexium, dirigé par Chris Raniere, fonctionnait en réalité comme une secte pyramidale, exploitant ses membres. Allison, qui avait rejoint le groupe en 2006, a reconnu avoir joué un rôle clé dans DOS, qui est Dominus Obsequius Sororium, maître des femmes esclaves, où elle recrutait et supervisait des femmes marquées au fer rouge, contraintes à des relations S et victimes de chantage. Ça, c'est l'un des trucs qui m'avait le plus choqué, le marquage au fer rouge, quoi. Mon Dieu. Dans DOS, certaines femmes devenaient maîtresses, d'autres esclaves, elles-mêmes responsables de nouvelles recrues. Toutes devaient, à un moment ou à un autre, avoir des relations intimes avec Raniere. Seules les plus influentes savaient qu'il avait fondé DOS. Les cérémonies de marquage, élément central de l'initiation, étaient en grande partie une invention de Chris Raniere. La marque dissimulait ses initiales. Et sous couvert de mentorat, Allison livrait des femmes donc à ce Raniere pour qu'il les maltraite. C'était charmant. Donc dans le podcast, là je vous ai fait une bonne remise en contexte, dans le podcast Allison After Nexium, on découvre à la fois le récit d'Allison en tant que victime et en tant que bourreau. Elle raconte comment elle a manipulé des femmes tout en étant elle-même endoctrinée, confrontant sa responsabilité et ses actes dans un parcours de rédemption complexe. Pour être claire, comme elle l'explique, elle ne se considérait ni comme une proie, ni comme une prédatrice durant ses 12 années au sein de Nexium. Même pendant son procès, elle a eu du mal à saisir la vérité sur sa situation. Ce n'est qu'en 2019, lors d'une audience,
qu'Allison affirme avoir appris que Chris Raniere volait de l'argent à ses victimes, retenait leur passeport et séquestrait une femme. Dans cette série de podcasts, l'animatrice Robin Mead demande à Allison si elle avait volontairement ignoré la vérité jusque-là. Allison répond en partie oui, absolument. Je me suis volontairement empêchée d'entendre des choses qui auraient été difficiles à entendre pour moi. Bien qu'elle affirme que chaque nouvelle preuve ait ébranlé son endoctrinement, elle avait tendance à justifier immédiatement les détails des agressions S de Raniere en pensant qu'il essayait, d'une certaine manière, de l'aider elle et les autres femmes. Je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'elle a cru. Rétrospectivement, elle se demande si ce déni n'était pas intéressé. Si je reconnaissais que Kiss... désolée, j'ai dit Chris depuis tout à l'heure, c'est Kiss, Chris. Bon, si je reconnaissais que Kiss nous manipulait toutes et que c'était une stratégie pour assouvir sa propre perversion, je devais admettre mes choix et le mal que j'avais fait à des gens. Oui, donc elle a volontairement fait l'autruche pour pas se rendre compte de ce qu'elle faisait elle-même. Oui, ça se tient. Puis sont apparues les preuves que Kiss avait exploité des mineurs. Allison a finalement craqué. 1 an après sa mise en examen, elle a plaidé coupable de racket. Elle se souvient avoir pensé « Je ne sais pas comment c'est possible, mais je vais plaider coupable parce que je suis coupable. Et j'en suis convaincue. Je vais faire confiance au fait que je suivrai une thérapie pendant des années après ça pour comprendre comment j'en suis arrivée là. » Donc cette série de podcasts explore l'endoctrinement d'Allison au sein de NXIVM, comment Kiss l'a piégée et manipulée, la rabaissant et la dévalorisant dès le départ. Il lui disait qu'elle était inauthentique, égocentrique, incapable de nouer des relations et narcissique, mais que NXIVM pouvait l'aider. Il est possible que certains de ses agissements soient vrais, du moins en partie. Quoi qu'il en soit, il s'agit là de tactiques sectaires classiques. On découvre aussi dans ces épisodes de podcast les vulnérabilités préexistantes d'Allison face à un tel endoctrinement. Elle a grandi dans un milieu où elle cherchait constamment à plaire, elle était actrice normale. La culture du cinéma l'a conditionnée à percevoir les autres femmes comme des rivales à dominer. Elle a également subi des violences S durant son enfance, sur les plateaux de tournage comme en dehors, et elle s'était justement confiée à Kiss qui lui a proposé son aide et lui a dit, elle se souvient, pour que je puisse t'aider, il va falloir qu'on ait une relation intime. Bon, malgré le lavage de cerveau dont Allison semble avoir été victime, elle a aussi fait des victimes parmi les femmes. Il est réconfortant de l'entendre l'admettre dans le podcast qu'elle se décrit elle-même comme émotionnellement agressive et insensible. J'étais l'intermédiaire entre lui et cette personne, en parlant de Kiss et d'une victime. Mon rôle était de lui indiquer la marche à suivre pour son développement personnel. Plus elle disait « j'ai peur, je ne veux pas le faire », plus je lui disais « tu dois le faire » et plus tu attends, plus les conséquences seront graves. La coercition a commencé, la pression toujours plus forte et puis c'était comme un VIOL. Elle parle aussi sans détour du plaisir de contrôler les choses. Elle dit oui, j'étais grisée par le pouvoir que je ressentais en voyant ces jeunes et belles femmes me regarder et m'écouter. Et oui, la dimension intime de tout cela était excitante. Et elle dit que exprimer cette vérité reste un travail et un défi. Les gens pensent que je suis une perverse, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. On peut me croire ou penser que je raconte n'importe quoi et ne pas m'écouter, mais je ressens le besoin de le dire à voix haute, au moins une fois pour toutes. Et suite à cette série de podcasts, bien qu'elle ne donne pas d'interview, elle a accepté ce podcast, elle a quand même accepté l'invitation de son ancien camarade de Smallville, Michael Rosenbaum. Il tient un podcast, donc elle est venue et elle a accepté justement de faire ce podcast parce qu'elle le connaît et en plus elle dit que c'est le seul de son ancienne vie qui l'ait contacté. Et elle a partagé davantage son histoire. Donc son podcast il s'appelle Inside of You, donc elle a également reparlé un peu de toute cette histoire. Elle dit les choses n'ont commencé à devenir vraiment dysfonctionnelles et illégales qu'à partir de la 8e ou 9e année de mon implication. Avec le recul, je vois un processus de manipulation très stéréotypé qui s'est déroulé sur une longue période. C'était une forme différente de relation abusive. Elle dit que pendant son séjour, même lorsque les gens ont commencé à partir, il y avait toujours une justification ou une excuse qu'on lui donnait. Alors elle a ignoré des signaux d'alarme pourtant évidents.
C'est une petite communauté insidieuse où tout le monde reste connecté et où chacun renforce le système de croyance des autres. Et puis, on se retrouve pris au piège. Même en voyant des membres partir, ça lui a pas mis la puce à l'oreille. Bon. Après son arrestation en 2018, elle a été assignée à résidence pendant 3 ans, effectuant de fréquents allers-retours à New York pour participer à des dizaines d'entretiens avec les procureurs et la police. Et elle dit que c'était comme traverser les portes de l'enfer. C'était horrible. C'était difficile parce que j'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé. Je me sentais complètement folle. Et pendant cette période, elle s'est beaucoup appuyée sur sa mère, sa sœur et quelques amis proches, car 90% de son entourage avait cessé de lui parler. Elle confie également avoir eu des pensées d'otage de vie. La première fois, c'était alors qu'elle se cachait au Mexique après l'arrestation de Keith Raniere, seule dans un appartement terrasse pendant 2 semaines. Elle dit: je suis sortie sur le balcon et je me suis dit je pourrais sauter et tout serait fini. Mais ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer et je veux savoir ce qui va se passer. Demain sera différent, je dois juste tenir le coup. L'étape suivante fut sa période d'assignation à résidence où elle tentait de faire face à ses actes, de collaborer avec la police, de gérer les paparazzis et de se demander si elle serait reconnue coupable d'agression. Toutes ces réalités étaient si lourdes, si sombres, si douloureuses. Il y avait des moments où je me disais que je ne savais pas si je pouvais supporter ça plus longtemps. Et puis je pensais, si je mets fin à mes jours, je vais tellement faire souffrir ma mère. Je ne peux pas faire ça. Alors je ne l'ai pas fait. Elle raconte aussi dans ce podcast qu'elle n'était pas autorisée à parler aux personnes impliquées dans NXIVM, mais que tous les accusés avaient reçu une lettre de Keith avant le début du procès. Et elle dit: je ne l'ai pas lu, que j'ignore son contenu, je ne suis pas encore prête à lui pardonner car je n'ai pas pleinement compris ce qu'il a fait. J'y travaille encore. C'est très compliqué d'être à la fois victime et agresseur. Je crois que je suis encore en train de comprendre cela. Et je pense que mes sentiments envers Keith sont intimement liés à tout ça. C'est un homme mauvais et c'est bien qu'il ne soit plus là. Par ailleurs, ils sont revenus dans cet entretien sur ce sentiment grisant d'avoir du pouvoir. Elle dit: je ne recherchais pas le pouvoir, mais je ne vais pas mentir et dire que le pouvoir était désagréable. Quand on est assigné à résidence pendant 3 ans et demi, puis en prison pendant 2 ans, on passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qui s'est passé, à comment on en est arrivé là, à ce qu'on a fait, et j'étais constamment tiraillée entre je suis la pire personne au monde, je suis horrible, je suis abominable, et puis je revenais en arrière et je me disais en fait non, j'avais aussi de bonnes intentions et je voulais faire les choses correctement. Je relisais mes journaux et je me suis dit j'avais cette pensée. Alors je ne pense pas être si horrible. Elle a ensuite expliqué qu'en fin de compte, elle devait accepter le fait qu'elle est un être humain, avec des aspects négatifs et positifs. Elle dit c'était un va-et-vient entre responsabilité et justification, jusqu'à réaliser que j'étais pris dans un engrenage avec des gens très puissants. On se demande ce qu'on doit assumer et ce qu'on peut se pardonner, puis on avance avec un peu de sagesse, en essayant de faire mieux. Elle évoque également son état de santé fragile. Quand elle était à NXIVM, on avait vu effectivement des photos où elle avait beaucoup maigri. Elle dit: je croyais si profondément que ce que je faisais était juste, bon, puissant, transformateur et profond. Je ne consommais que 500 calories par jour. Je courais 8 à 10 km tous les matins, car c'était ce que Keith exigeait. J'étais malade à en mourir, mais je ne ressentais rien, tant le fanatisme était omniprésent. Plus tard dans l'interview, dans le podcast, il parle de son métier d'actrice. Elle dit que jouer la comédie est toujours une passion pour elle. Elle a confié avoir même repris les bases avec un cours d'improvisation pour renouer avec son art. Elle dit: oui, le théâtre me manque énormément. J'ai suivi un cours d'initiation et c'était génial. C'était tellement amusant. C'est vraiment agréable de jouer sans avoir à se soucier de son apparence, sans avoir à me soucier d'être rappelé. Juste jouer pour le plaisir. Travailler avec de bons acteurs me manque, faire du bon travail, mais je ne sais pas comment être actrice sans faire les choses comme avant. Du coup, finalement, revenir au métier d'actrice, elle confie à Michael qu'elle y pense même pas. Elle a dit que si une proposition de rôle se présentait, elle n'était pas sûre de l'accepter car sa vie lui semblait déjà pleine. Donc elle a changé de voie, déjà elle a tout perdu. Elle a perdu tous ses biens, elle a dû tout reconstruire, elle a perdu son appartement new-yorkais. C'est là qu'elle a justement réalisé à quel point sa vie avait basculé. Et donc depuis sa sortie de prison, elle se consacre à la réforme du système carcéral et à l'éducation artistique des personnes incarcérées. Son expérience en prison a radicalement transformé sa vision des choses. Elle dit: je ne pouvais plus oublier ce que j'avais vu en prison, à savoir que ce sont des gens vraiment bien qui porteront à jamais le stigmate de l'incarcération et qu'ils n'ont pas ce que j'ai.
des gens qui croient en eux. On ne se soucie pas de leur santé mentale. On ne forme pas correctement notre personnel, surtout en ce qui concerne la gestion des prisons. Il n'y a pas de programme adapté. Je me demandais comment rentrer chez moi et redevenir actrice. Comment faire comme si de rien n'était. Alors je suis rentrée et j'ai repris mes études. Et puis le théâtre me manquait terriblement. J'ai donc suivi ce cours d'initiation à Shakespeare. Et pendant le cours, la prof m'a dit « Vous n'êtes pas débutante, que faites-vous ici ?» Je lui ai alors raconté un peu mon histoire. Elle m'a mise en contact avec une amie qui dirigeait une association proposant des ateliers d'art dramatique en prison. Toutes les formes d'art. On fait de la poésie, de la peinture, et j'ai commencé à enseigner avec eux. Du coup, grâce à ce travail, Alison a rencontré le directeur d'une autre organisation qu'il a finalement embauché pour contribuer à l'élaboration d'un programme artistique destiné aux personnes incarcérées. En conclusion de cet entretien, elle dit: l'une des choses auxquelles je suis régulièrement confrontée, c'est comment ai-je pu objectiver les gens au point de penser qu'il était acceptable de leur retirer leur autonomie. Comment ai-je pu en arriver à penser que c'était normal? Et comment ai-je pu penser que c'était normal d'exercer un pouvoir sur les autres? Je sais que j'ai fait de très mauvaises choses et je ne crois pas être une mauvaise personne. Elle s'est également mariée. Elle a rencontré un homme prénommé Frank à Los Angeles, dans un parc canin à sa sortie de prison en 2023. Ils se sont fiancés autour de Noël 2024 et apparemment il la comprend parce que c'est un ancien néo-nazi. Il donne désormais des conférences contre la radicalisation. Donc voilà, ils se complètent. Voilà pour ces news un peu lourdes. Hein. C'était pas des sujets non plus très joyeux. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça parce que même moi j'en sais rien. Alison Mack, je peux pas en fait. Ça a été tellement loin. Je peux très bien comprendre hein, qu'elle-même elle a été endoctrinée, mais elle a fait trop de dingueries dans cette secte. Donc je comprends ce qu'elle dit parce que du coup j'ai écouté tous les podcasts, y compris le podcast avec Michael. Donc oui, j'entends son raisonnement, mais ça... Non, je bloque. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao.